Salut mes petits paléo abonnés, on se retrouve pour la première paléo FAQ, alors attention, c'est parti. Hein, quoi, ça? Ouais, j'ai déménagé entre temps. Bah, le mur marron caca, c'était pas trop ma couleur. Il y a eu une pénurie de papier toilette dans l'autre appart, je vous laisse deviner à cause de qui. Bref, alors je vais pas traiter le sujet de comment devenir paléontologue, je ferai ça dans un extra paléo FAQ. Je vais me concentrer sur les autres questions pour l'instant. Une question de Atomic GDs. Je suis désolé si j'écorche les noms. Est-ce que tu comptes faire des critiques chroniques sur d'autres films ou séries? Et dans cette liste, à titre personnel, est-ce qu'il y en a que tu connais, qu'on n'aime pas, aime pas? Terra Nova. Bah, si on met son esprit scientifique et si on réfléchit pas trop sur le scénario, c'est une bonne série, elle a un bon rythme, des personnages attachants et a commencé à finir en what the fuck comme Lost et moi j'adore Lost. Donc honnêtement, elle me plaisait bien. Dinotopia, j'aime. Il y aura des choses à redire dessus, effectivement, mais j'aime. Nick Cutter et les Portes du Temps, j'aime beaucoup, surtout les 3 premières saisons. Dinosaure, alors si c'est celui de Disney et non la série américaine des années 90, je connais, évidemment. J'aimais beaucoup la version VHS, parce que je connaissais les dialogues par cœur, mais je ne tirerai pas sur les Disney. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, du coup, je suppose, il est hors de question que je le descende, vous comprendrez plus loin pourquoi. Les Aventuriers du Monde Perdu, alors je préfère dire le Monde Perdu au sens large, sans compter Jurassic Park 2. Il est clair que je vais en faire un épisode spécial, certainement, pour plus parler de l'univers de Sir Arthur Conan Doyle sur le monde perdu. Livres, séries et films. Voilà. Prehistoric Park. Alors j'aime beaucoup, Nigel Marvel me fait rire, mais il y aurait beaucoup de trucs à redire dessus, donc oui, j'en parlerai. King Kong. Alors s'il s'agit du dernier film, je l'ai vu qu'une fois en entier il y a quelques années de cela. Il y a un mois, j'ai voulu me le regarder à nouveau et je me suis endormi devant. Donc non, j'en parlerai pas parce que je le trouve ennuyeux à mourir. Voilà. Jurassic Attack. Alors je connais pas, mais bon, je sens le nanar pointer le bout de son nez. Je vais noter le nom et je vais noter ton nom à côté, comme ça s'il est vraiment pourri et s'il m'a vraiment pris la tête, c'est à toi que je m'en prendrai. Alors, question de Thomas Jossom, quand tu parlais du documentaire Planète Dinosaure. Alors non, je le connais pas, mais comme pour Atomic GDs, je le note et je note ton nom à côté, et pareil, s'il me plaît pas, c'est à toi que je m'en prendrai. Question de Gaël Béal, est-ce que tu comptes refaire des critiques de documentaires fiction comme celui-ci? C'est possible, j'ai encore rien fixé, j'ai pas de programme établi à l'avance, je ne sais même pas quel est le prochain thème de la LCDV. Et question de Lige FR, c'est possible de faire une critique du docu-fiction sur la Terre des dinosaures. Mon fils aime ce docu-fiction, mais j'aimerais aussi qu'il distingue certaines incohérences pour qu'il puisse aussi approfondir, je suppose, ses connaissances sur le sujet. Merci. Alors déjà, c'est un bon documentaire. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon documentaire. Déjà, il est fait par la BBC. La BBC sont quand même des gens plus sérieux pour faire les documentaires. Ils se renseignent beaucoup sur les sujets. C'est important aussi, quand on est jeune, d'avoir une source d'inspiration, de créativité et d'imagination. En paléontologie, on nous conseille toujours de conserver cet esprit imaginatif pour pouvoir toujours imaginer ce qu'était le passé, sans pour autant dire que c'était la vérité vraie. Pour le docu-fiction, vous pouvez lui expliquer que les dinosaures qui sont présentés ont réellement existé, que dans chaque mini-épisode de ce docu-fiction, les animaux se sont vraiment côtoyés. La texture de la peau des animaux est également assez réaliste, puisque ça a été fait à partir d'empreintes de peau fossiles, mais par contre, pour ce qui est de la couleur, là, c'est totalement artistique, c'est totalement inventé. Savoir quelle était vraiment la vie des dinosaures à ce moment-là, ce qu'ils ont vécu en une journée ou en une semaine, on n'en saura jamais rien. Et bien sûr, depuis 1999, date de sortie de ce documentaire, il y a des tas de théories qui sont tombées à l'eau. Le film a plus de 10 ans, et en 10 ans, des tas de choses ont évolué en paléontologie. Lui montrer ce documentaire est une bonne chose pour lui permettre de garder son esprit imaginatif, mais lui acheter des livres sur le sujet pour compléter les choses, c'est également une très bonne chose. Parce que ça lui permettra de faire lui-même la différence entre le vrai, de ce qui est prouvable et de ce qui est scientifique, de ce qui est complètement fictif et artistique. Ça peut être un bon exercice aussi. Une question du geek du coin. Où te procures-tu tous ces fossiles? Ça doit te coûter cher. Alors non, la plupart des fossiles que je possède, c'est-à-dire 99,9% de ma collection, et j'ai plus de 10 000 fossiles, je les ai trouvés moi-même. Et il faut savoir que je n'aime pas trop qu'on achète des fossiles. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est comme dans tout commerce. Plus la demande auprès du vendeur va augmenter, et plus le prélèvement à la source va également augmenter. Donc plus le site de prélèvement des fossiles va s'épuiser. Du coup, s'il y a un chercheur qui travaille dessus, il a que ses yeux pour pleurer. Je vais vous raconter une vie de merde paléontologique qui m'est arrivée il y a quelques années. Je suis allé fouiller dans la carrière, où je vais tout le temps. J'ai rencontré un homme. Et le mec s'est présenté. Oui, bonjour, moi je suis de Paris, je cherche des scutelles complètes. Les scutelles, ce sont des oursins plats qui abondent dans le niveau où je fouille, qui ont cette particularité, c'est-à-dire d'avoir 5 pétales ou 5 ambulacres. Et donc moi je cherche les scutelles complètes, je les dégage chez moi et puis je les revends 20-25 € sur Paris. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Parce que voir du matériel que j'aurais pu étudier moi dans mon laboratoire ou dans mon bureau ou des trucs comme ça, partir à l'étranger ou partir on ne sait où dans je ne sais quelle collection qui finira certainement à la poubelle d'ici 5 ans, ça me fait mal au cœur.
Joker. Mais en plus, j'ai découvert des choses tout à fait uniques sur les scutelles de là où je fouille. Voilà, scutelle normale, scutelle pas normale. On appelle ça une scutelle tératologique. La tératologie, c'est une anomalie qui va se dérouler pendant la croissance. Là, vous voyez que la scutelle normale a 5 pétales ou ambulacres et la scutelle tératologique a 4 ambulacres. J'ai découvert d'autres choses aussi et c'est assez unique dans l'environnement où je fouille parce que c'est un environnement qui était pas mal hydrodynamique. Il y a également les mâchoires et certaines dents de scutelles qui sont conservées. Petit conseil rapide, privilégiez toujours de trouver vous-même vos fossiles, c'est plus valorisant pour vous et votre portefeuille va apprécier, mais surtout les laisser disponibles à la science, à votre professeur d'SVT, collège ou lycée, à des professeurs d'université ou à des muséums. Et si jamais vous voulez vous débarrasser de votre collection, pensez à ces organismes-là. Et bien sûr, pour que ça ait une valeur scientifique, il faut impérativement garder la localité. Pour ce qui est de l'espèce et de la date stratigraphique, elles se retrouveront toujours. Si la localité est perdue, les deux autres données peuvent être perdues définitivement aussi. Et ça n'a plus de valeur scientifique. Par-dessus tout ça, j'estime que chaque fossile est unique en soi. C'est comme dire que tous les humains se ressemblent alors que c'est complètement faux. Chez les scutelles, c'est exactement pareil. Chaque individu est unique en son genre. Donc pour moi, un fossile n'a pas de valeur monétaire, mais il a une valeur scientifique. Question du psychopathe du catch. Quelle est ta période de dinosaure préférée? Aucune. Les dinosaures non aviens sont cool, mais ce n'est pas mes périodes géologiques préférées. Ma période géologique préférée, c'est le Miocène, puisque c'est quand même ma spécialité, et le Carbonifère. Question de Lucas Proutot. Peux-tu nous dire quel est ton dinosaure préféré? Alors, je suis désolé, ça va être très cliché, hein, désolé si je brise des rêves, c'est le Tyrannosaurus Rex. Voilà. Les autres dinosaures non aviens sont cool, hein, honnêtement, le Triceratops, le Stégosaure, le Brachiosaure, mais je préfère vraiment le Tyrannosaurus Rex. Alors, question de Hugo Craft Gaming. Vu que tu as dit qu'il fallait se méfier de certains documentaires, lesquels conseilles-tu? Alors, je ne connais pas encore une fois tous les documentaires, hein, honnêtement, je suis loin de tout savoir, mais ceux de la BBC, en règle générale, sont très bien. Que ce soit des séries de science-fiction, des séries historiques ou des docu-fictions ou des documentaires, généralement, la BBC fait du très bon travail. En revanche, pour ce qui est des documentaires américains, ça va trop loin. Les Américains, par exemple, vont retrouver un fémur. Ils vont dire que c'est du T-Rex. C'est possible. Ils vont dire que c'était une femelle. C'est possible. Ils vont dire que cette femelle avait 18 ans lors de sa mort. C'est possible. Ils vont dire que cette femelle de 18 ans était en période de ponte lors de sa mort. C'est possible. Ils vont dire qu'elle s'est fracturée un jour le fémur, mais que ça n'a pas été la cause de la mort parce que la fracture s'est cicatrisée. C'est possible. Ils vont dire que cette fracture a été provoquée par la queue d'un ankylosaure. Faux. 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 Ton film de dino préféré? Alors si c'est film au sensu stricto, c'est pas de surprise non plus, c'est Jurassic Park. Est-ce que je compte en faire une chronique un jour? Non, parce que j'aime trop ce film pour pouvoir le descendre ou pouvoir en parler, parce qu'après je ne verrai que ça pendant le film. Mais si on prend le film au sensu lato, comprenant dessin animé et documentaire, c'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Voilà, je suis désolé, c'est mon film préféré depuis que je suis haut comme 3 pommes, c'est ça qui a fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Et pour finir, à chaque fois dans les livres ou sur internet, je prends comme exemple Apatosaure, je vois Apatosaure ou Apatosaurus. J'aimerais bien savoir quelle est la différence entre les deux, même si je sais qu'il s'agit de la même espèce. Alors attention, tu confonds plusieurs données. Apatosaure est la forme francisée d'Apatosaurus, qui en est la forme latine. Alors Apatosaure, Apatosaurus désigne un genre de dinosaure non avien sauropode. Par convention, les genres latins s'écrivent toujours avec une majuscule, mais les formes traduites, français, anglais, chinois, tout ce que vous voulez, ça prend une minuscule. Par contre, si je vous parle de Apatosaurus ajax et Apatosaurus excelsus, ce sont deux espèces différentes, mais appartenant au même genre. Autre exemple également, si vous parlez dans une convention internationale de crabe honteux granuleux, plus personne va vous comprendre. Par contre, si vous dites Calapa granulata, là, tout le monde va vous comprendre. La forme latine, c'est la forme conventionnelle que tout le monde utilise et que tout le monde peut comprendre. Une question de Grégory Burger. Est-ce que tu comptes être plus présent sur ta chaîne YouTube? Alors, malheureusement, ça ne dépend pas de moi, hein, ni de vous. Ça dépend de mon temps libre. Et malheureusement, mon temps libre, des fois, ça me tombe un petit peu dessus. Donc, j'y suis pour rien. Comme je l'ai dit dans la vidéo Information 1, j'ai un travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, 7 heures par jour. Et la semaine est quand même bien bouffée, la journée aussi. Il faut dire ce qui est. Donc, mes vidéos, je les écris, je les imagine, je les monte, je les tourne sur mon temps libre. Et mon temps libre, c'est le soir et le week-end. Et malheureusement, mon temps libre va être fonction de plusieurs facteurs. Il va être fonction déjà de ma motivation et de mon humeur. Ça dépend des aléas de la vie, ça dépend également des choses qui me tombent dessus, la santé, ça dépend des aléas du tournage aussi. Et ça dépend également de mes projets personnels, parce qu'il y en a certains que j'aimerais venir voir le jour au bout de 5-10 ans, ça serait bien. Mais j'ai également des articles scientifiques en cours d'écriture. Donc vous voyez, c'est pas facile de jongler avec tout ça. Pour vous donner un exemple,
exemple, la dernière chronique, la LCDV6, j'ai commencé à l'écrire vers mi-décembre de l'année dernière, 2015. Et je l'ai mise en ligne début mai, donc 4-5 mois de travail. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a foutu de ces journées? Déjà, j'ai bossé, hein. Et comme vous le savez, j'ai changé d'appartement, donc j'ai tourné dans l'ancien appartement, mais j'ai déménagé entre-temps, donc c'était pas facile pour moi. Il fallait que j'ai absolument le fond vert pour tourner certaines scènes assez particulières. Et pour changer d'appartement, il a fallu que je m'occupe de la paperasse pour quitter le premier appartement. J'ai dû trouver un autre appartement et j'ai dû m'occuper de la paperasse du deuxième appartement. Ça bouffe quand même pas mal de temps aussi. Et entre-temps également, j'ai dû changer de voiture. Et là, encore une fois, j'ai dû m'occuper de la paperasse, trouver une voiture, trouver un prêt, etc., etc. C'est quand même pas mal de choses. Par-dessus tout ça, donc j'étais blasé par le documentaire. Il a suffi que je vois la Terre est la 5e planète du système solaire pour que je sois complètement blasé. C'est bon, c'était fait. J'ai eu en plus des aléas de tournage parce que le sulfure d'hydrogène sur fond vert, c'était pas facile. Et en plus de ça, j'ai eu des petits problèmes de santé aussi de mon côté. Par-dessus tout, j'ai besoin de souffler entre tout ça. Donc maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous préférez que les vidéos sortent genre, je sais pas moi, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, et que le sujet soit moins travaillé, qu'il soit moins de bonne qualité? Ou est-ce que vous préférez que je prenne mon temps à sortir les vidéos pour maîtriser totalement le sujet et pour vous sortir quelque chose de très bonne qualité? Alors après, c'est à vous de voir, hein. Je préfère viser de la qualité plutôt que de la quantité. Question de la chaîne de Moss. Les motivations qui t'ont poussé à te lancer dans la réalisation vidéographique. Jurassic Park 3 doit en faire partie, vu comment tu adores ce film. Alors oui, la critique de Jurassic Park 3 était en effet une bonne motivation pour commencer mon boulot sur YouTube. Mais il faut remettre ça aussi dans le contexte. J'étais à la sortie d'études, fin 2013. En attendant mon premier job, j'ai eu 9 mois et demi à rien faire. J'étais retourné à la campagne, j'étais retourné chez mes parents. J'avais vraiment rien à foutre. Donc, je me suis lancé sur la critique de Jurassic Park 3, qui était vraiment pas très aboutie. Il faut dire ce qui est. C'était vraiment une critique pour descendre le film. J'en étais pas fier. Et il y a eu des problèmes de droit d'auteur dessus. Du coup, je les ai supprimés. Elles ressortiront sous un autre format, un peu plus travaillé. Et en genre de mini-épisode, parce que c'était quand même 2 fois 30 minutes la vidéo. Mais en plus de ça, ce qui m'a poussé à continuer aussi dans la vidéo, on a dit de moi que j'étais bon pédagogue, je sais pas, à vous de me dire. Moi en plus de ça, j'aime bien expliquer les choses, et n'ayant pas pu faire enseignant-chercheur, je perds un peu le côté enseignement, et je rattrape ça en faisant les vidéos. Alors, des projets futurs pour ta chaîne? Oui, mais je sais pas si j'aurai le temps. C'est toujours le même problème. C'était bien en Jacques Charente l'été dernier. Ah ouais, c'était trop bien. Alors je devais faire une vidéo sur le sujet, j'ai même tourné des séquences là-bas, mais j'en étais pas très satisfait, donc j'ai laissé tomber. Une question de Tayo Y. Quelle est selon toi la pire des idées reçues concernant les dinosaures ou l'évolution qu'il faudrait absolument effacer un grand coup de javel dans la tête des gens? Je pourrais pas te dire laquelle est la pire, mais je vais te faire mon top 10. Et il est évident que je devrais faire une chronique spéciale pour ce top 10 pour approfondir un peu plus. Et n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires. Le premier, bon, ça s'adresse plus à des fans de Jurassic Park ou de paléontologie. Le spinosaure ne peut pas manger un être humain, ce qui est complètement débile. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le deuxième, au même titre, l'être humain a côtoyé les dinosaures non aviens durant la préhistoire. Troisièmement, les dinosaures non aviens sont tous gros. Quatrième idée reçue, l'être humain descend du singe. Cinquième, l'humain n'est pas un animal. Sixièmement, l'espèce humaine est l'être le plus intelligent de la planète. Septièmement, et ça devient plus en plus à la mode, tous les dinosaures ont des plumes. Point numéro 8, les dinosaures ont tous disparu. Numéro 9, l'expression fossile vivant est à bannir de votre vocabulaire. Et enfin, le 10 du pire qui m'agace de plus en plus, c'est confondre paléontologue et archéologue. Voilà, c'est carrément différent. Pour être simple, la paléontologie c'est là et l'archéologie c'est là. Paléontologie cool, archéologie ennuyeuse. Question de Teddy Buck, je sais pas comment on prononce. Quelle serait pour toi la plus grande découverte paléontologique des 5 dernières années, des 25 dernières années, du siècle dernier et enfin ever? Bon grattage de tête. Ce genre de questions, mais c'est vacheuse russe de me les poser. Bon, honnêtement, je ne sais pas qui au monde pourrait être assez objectif pour répondre sincèrement à cette question. Ça dépend évidemment du contexte dans la tête des gens. Par exemple, si je vous reprends en Jacques Charente, ce qui fait le plus sensation, c'est le grand sauropode. Alors ça dépend en plus du contexte historique dans lequel tu le places. Par exemple, Roy Chapman Andrews a découvert les premiers nids, les premiers œufs de dinosaures en Mongolie. Ça a fait un énorme boom dans la paléontologie à cette époque-là. Aujourd'hui, tu trouves un œuf ou un nid, tout le monde s'en fout. Je vous ai parlé tout à l'heure de scutel tératologique. Honnêtement, les gens trouvent ça intéressant, mais sans plus. Tout le monde s'en bat les stégosaures finalement. Mais si je vous dis que j'ai retrouvé des 2 dents de dinosaures remaniées dans ce gisement-là, là, ça fait plus sensation. La paléontologie n'est pas une science qui se concurrence, c'est une science qui progresse
et qui se complètent. Question de Vincent Tarot. À quand une vidéo spéciale Falin? Ben ça arrivera. Vu que c'est ma spécialité, ça arrivera, donc je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Question de Wilfried Gastino. À quand une chronique sur l'Holocene Park? Ça viendra. Ce sera pas une chronique, je pense plus à un court-métrage. Voilà, c'est tout pour cette première Paléo FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Si vous voulez d'autres précisions, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. D'ici là, portez-vous bien et que l'évolution soit avec vous.